Bonjour à tous et merci de l'invitation. Je vois quelques têtes connues, ça fait plaisir. Bon, je dois dire quand Khalil il m'a proposé ça, j'ai un peu hésité quand même. Parce que même si je sais pas, tu trouves que j'ai un gros nez, je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez complexe à aborder, je trouve. Et donc je vais vous emmener sur un chemin un peu réflexif sur ma pratique. Tout d'abord, des liens d'intérêt passés avec l'industrie, c'est rien que je pointe, et des liens académiques qui sous-entendent quelque part probablement un peu de passion pour la sémiologie, et je crois que c'est un peu pour ça que tu m'as invité. Donc voilà, et notamment des responsabilités pédagogiques au niveau local et national. Si on revient vraiment à l'histoire de notre médecine, donc Hippocrate, clairement le corps est utilisé comme un outil à la fois de représentation, c'est la première partie de cette petite diapo, voilà, qui sous-entend que le médecin il doit être propre, peut-être la chemise dans le pantalon, j'aurais peut-être pu faire un tout petit peu mieux, mais il doit bien présenter et afficher son savoir par ses vêtements, son attitude, ses gestes. Son odorat aussi, c'était quelque chose qui était décrit, et aussi il va développer la médecine par le biais de ses sens. Et donc, voilà, il s'appuie sur ce qu'affiche le corps du patient, sur le corps du patient, et ce sur quoi son propre corps, enfin ce qu'il perçoit du patient, et tout ça pour élaborer donc un diagnostic et envisager une thérapeutique. Finalement, on est toujours dans cet élément-là, et quand on décrit quand on décrit quelque part l'examen du malade par Hippocrate, vous voyez, rechercher ce qui peut se voir, se toucher, s'entendre, ce en flairant, en goûtant, en appliquant l'intelligence, on arrive très vite à recopier finalement ce qu'est une bonne observation d'étudiants hospitaliers. Donc l'inspection, le toucher, palpation, percussion, s'entendre, l'auscultation, et puis ça en flairant. On ne trouve pas grand-chose dans l'observation médicale qui dit tiens, le flair, il va avoir un élément prépondérant dans cette observation. En goûtant, finalement, le goût, pour des raisons multiples, a été transformé par ce qu'on pourrait être des bandelettes urinaires, sanguines, par de la biologie, et le tout en appliquant l'intelligence. Mais ça, je crois qu'on essaye de le faire dans la réflexion diagnostique et thérapeutique. Et il décrit, quand on s'intéresse, et c'est pour ça que je vais focaliser vraiment sur l'odorat, il décrit, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, les odeurs primaires, c'est nos odeurs normales, corporelles, qui émanent de tout ce qu'on peut sécréter ou tout ce qu'on est, qui est dépendant de l'alimentation, du profil génétique, du profil hormonal, évidemment de l'hygiène. Et il décrit aussi ce qu'il appelle les odeurs secondaires, qui sont liées en fait à l'état pathologique. Et donc l'haleine, la peau, les selles, les urines, tout ça peuvent être altérés, l'odorat, et tout ça doit servir au diagnostic. Mais finalement, une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, et c'était déjà une critique assez claire du professeur Popp en 1928, qui disait que finalement on payait assez peu d'attention à la pertinence de l'odorat dans la démarche diagnostique du malade. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut quand même s'attribuer presque 100 ans plus tard. Ça n'a pas tellement bougé. Déjà, il y a 100 ans, ça les embêtait qu'on ne le fasse pas. Aujourd'hui, finalement, je ne suis pas sûr qu'on soit tellement plus avancé. Donc je voulais faire un petit test. Je vais passer parmi vous. Et puis, l'idée, là, ça fait partie du sens de l'observation. Vous avez tous vu cette pathologie. Et puis, finalement, le diagnostic, moi, je me suis amusé à le faire une fois comme ça en pratique. Je suis passé aux urgences. Ça va, l'odeur va un tout petit peu répandre. C'est le jeu. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais le diagnostic, il peut devenir relativement... ça vient un peu. Vous sentez un petit quelque chose? Il y a des gens qui ne sentent jamais ça. Puis finalement, on va se faire un petit tour. Est-ce qu'il y en a devant qui je suis passé qui ont un diagnostic évident? Est-ce que pour certains, le diagnostic, là, il est fait? On va passer de l'autre côté. Non, personne n'a
Peut-être le mettre sur des mouchoirs et le faire passer, ça va peut-être être plus efficace. Tu m'as dit, hein, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Bon, on va juste, limite, se faire un peu passer les serviettes. Hein. Vas-y, fais circuler. Bien sûr, c'est mes urines du matin. Faites, essayez de faire circuler, vous inquiétez pas, ça ne salit pas. Qui a le diagnostic, là? Non. Ah. Donc ce que vous sentez, c'est, vous pouvez peut-être refaire circuler. Il y en a qui n'arrivent pas à le sentir. Et en fait, quand on est habitué à le sentir que c'est quelque chose qui vous amuse, eh bien, ça devient une évidence complète. Et c'est vrai que maintenant, moi, je passe dans une chambre, dans un couloir devant la chambre, et c'est quelque chose qui vous marque parce que vous avez cette odeur qui vient. David pourrait en témoigner, parce que c'est des choses qui m'amusent beaucoup. Et puis ceux qui ont le sens de l'observation, en fait, c'est une acidocétose diabétique. Et ceux qui ont le sens de l'observation, c'est-à-dire que tout le monde, je pense, a vu des acidocétoses diabétiques, et tout le monde lui a fait un ECG. Et combien de personnes avaient vu que dans 80-90% des acidocétoses graves, il y a cette onde P pulmonaire en D2. Et vous avez tous refait un ECG 12 heures après, une fois que l'acidocétose est rentrée dans l'ordre, la normalisation des bicarbonates, et cette onde P, elle a disparu. Donc ça, c'est juste pour s'amuser. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce que tout le monde aura fait une glycémie, tout le monde aura finalement vu les bicarbonates bas, etc. Mais ce qui est sympa, c'est qu'aux urgences, vous passez, il y a l'ECG, il y a l'aspect clinique de la personne qui respire peut-être de manière plus ample que d'habitude, et il y a cette odeur, et en fait, vous rentrez, vous mettez le pied dans la pièce et vous avez fait le diagnostic. Mais finalement, ça, c'est quelque chose qu'on a oublié un petit peu et qui rend des services dans un certain nombre de cas, et on pourrait, par exemple, s'attarder au problème aujourd'hui des acidocétoses euglycémiques, des patients qui sont sous des diurétiques du glucose, qu'on n'a pas en France, mais qui ont tué quelques personnes à l'étranger, aux États-Unis notamment, parce qu'ils ont des glycémies normales, alors, quand ils arrivent, alors qu'ils ont un vrai tableau d'acidocétose, et le diagnostic n'est pas fait parce que la glycémie est normale, pour une raison simple, c'est qu'on a bloqué leur réabsorption du glucose au niveau des tubules par un médicament qui est dédié à cela. Donc voilà, c'est juste pour un petit exemple finalement de pratique courante qui permet de remettre la place de l'odorat dans l'examen clinique. Ça, c'est des choses qui ont été faites récemment. Dans les prisons espagnoles, il y a manifestement des gens qui font la grève de la faim régulièrement. Et donc, ils ont essayé de regarder quels étaient les éléments prédictif d'une vraie grève de la faim et d'une perte de poids et donc d'un risque pour le malade. Et ce que j'ai trouvé amusant dans ce papier-là, c'est que l'haleine cétosique était l'élément qui permettait le plus simplement de détecter les malades qui faisaient vraiment une grève de la faim respectée, parce que la plupart, finalement, quasiment les 2/3, ne respectaient pas la grève de la faim, ils mangeaient malgré tout, bien qu'ils disaient le contraire. Et en fait, le meilleur moyen diagnostique, c'était l'haleine cétosique de ces malades. Une autre petite question, si vous rajoutez, alors j'ai pas pris 3 bouteilles, je vais peut-être la fermer avant que... Alors j'ai pas pris 3 bouteilles, donc je peux pas vous rajouter le thiol et l'ammonium, mais finalement ça c'est une odeur aussi que vous connaissez à peu près tous. C'est celle où c'est l'une des rares descriptions cliniques sémiologiques d'un malade où on parle de l'haleine. Et donc du Fetor hepaticus, qui est cette odeur un peu particulière des malades cirrhotiques en bout de course. Finalement, une fois qu'on a dit ces choses-là, on va aborder très peu de pathologies, puisque le rôle de l'odeur dans l'examen clinique au XXIe siècle est extrêmement modeste. Mais voilà, de rentrer dans une chambre, bon, finalement, il est déjà tout jaune, il a un gros ventre, il a des signes cliniques très, très évocateurs d'hypertension portale et d'insuffisance hépatocellulaire. Donc peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais finalement, ça doit quand même participer au diagnostic.
Et en quoi l'odorat, finalement, l'odeur a intégré réellement la médecine? Eh bien, finalement, c'est à peu près à la même période qu'Hippocrate, et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'épidémies. Et c'est simplement, il suffit de regarder ce que veut dire le mot empester. Empester, c'était juste des patients qui souffraient de la peste, et ça sentait tellement mauvais, je vous ai mis une image, ça sentait tellement mauvais que les médecins à l'époque pensaient que c'était ça la cause de la maladie. La peste, en fait, c'est une mauvaise odeur. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est l'habit du médecin à l'époque qui s'occupait de ces patients-là, enfin qui allait dans les villes pour regarder les gens mourir, avec ce masque d'oiseau. En fait, il pouvait mettre à l'intérieur des herbes aromatiques pour lutter contre le problème de l'odeur pestilentielle. Et c'était donc aussi le traitement historique de la peste jusqu'au XIXe siècle. Les différents thérapeutiques, il y avait des parfums doux, des parfums médiocres, des parfums violents qui étaient distribués par des parfumeurs de peste. Donc on voit là l'impact de l'odeur dans la médecine finalement relativement récente. J'avais juste mis en petit aparté un élément en Russie lors d'une épidémie, donc 1771. J'ai découvert ça au moment où je faisais le topo. Ils avaient fait quelques expériences sur des condamnés à mort en mettant des odeurs tellement importantes que finalement des patients sont décédés, c'est ce qui est décrit en tout cas, sont décédés de ces expérimentations thérapeutiques. Mais néanmoins, ça a apporté des éléments qui sont assez importants dans la médecine d'aujourd'hui, puisque ça a amené les mesures de désodorisation complémentaires et donc le développement de l'hygiène publique privée et certaines mises à l'écart, de quarantaine notamment, qui permettaient d'éloigner l'odeur. Et ils étaient, à l'époque, les médecins pensaient que la transmission de la peste se faisait par le biais de cette odeur. Alors on va pas renier notre histoire actuelle, c'est quand même quelque chose qui est très important, l'odorat. On peut avoir quelqu'un dans le nez, on peut pouvoir le sentir, le blairer, on ne peut pas piffer quelqu'un. On dit que cette personne, elle est puante. Donc on voit bien que c'est quand même un élément qui est important, et en fait c'est un élément qui modifie le comportement du médecin, et qui modifie votre comportement. Allez aux urgences et vous avez quelqu'un qui arrive et qui est complètement alcoolisé, qui sent l'alcool plein nez. Je suis à peu près certain que vous n'allez pas vous comporter avec cette personne de la même façon que s'il ne sentait pas ces choses-là. Mais ça ne va pas juste sur le comportement. Un patient qui sent l'alcool, ça va réorienter votre interrogatoire, ça va vous amener à rechercher des signes spécifiques. Finalement, ce sont des éléments qu'on utilise sans en être complètement conscient. Il y a un problème finalement avec l'odorat, c'est que la sémiologie, on peut l'apprendre sur le malade avec des pairs, on peut aller sur un mannequin, sur une plateforme de simulation, on peut regarder peut-être une vidéo, des choses comme ça. Par contre, on n'est pas beaucoup capable d'apprendre l'odeur, donc je vous ai fait sentir de l'acétone. Et finalement, les choses, c'est dur d'aller quand même beaucoup plus loin. Et il y en a quand même qui ont essayé, donc je trouvais cette expérience intéressante. Ils ont appelé ça le sniffing bar, c'était aux urgences. Et donc, ils avaient une quinzaine de tubes dans lesquels ils avaient essayé de reproduire des odeurs, l'odeur des patients qui se sont intoxiqués à un certain nombre d'éléments. Et ils associaient à chaque tube une vignette clinique qui était représentative. Donc, si on prend le tube 9, vous voyez, c'était une jeune enfant qui avait un problème de dysphagie et de dysphonie. Et puis oui, des bulles de la muqueuse qui étaient rouges, et la maman disait juste que sa fille était sortie dans l'endroit où elle dépose tous ses produits ménagers alors qu'elle était au téléphone. Et l'odeur, c'était l'odeur de l'ammoniac. Et donc ils avaient fait l'ensemble des odeurs et des toxiques qui étaient en rapport avec ces tubes-là. Et donc les gens pouvaient s'entraîner à apprendre finalement de la sémiologie reflétant des odeurs particulières. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu faire ça, et je pense que ce ne serait pas aberrant de réintégrer ça, même si, effectivement, on préfère faire des prises de sang, alors que si on met le nez devant la bouche d'un patient, de temps en temps, on a le diagnostic. Et ça va même plus loin que ça, finalement, une étude assez récente, donc dans Psychological Science, où eh bien, on prend un groupe. Alors c'est un groupe de 8 personnes. Il y en a 10, mais c'était le schéma le plus simple, on va dire. Vous prenez 8 personnes qui ont entre 18 et 45 ans, qui ne fument pas, qui sont droitiers. Je n'ai pas encore trouvé quelle était la pertinence d'être droitier, qui ne prennent aucun médicament, qui sont en parfaite santé.
Ces 8 personnes, vous leur mettez un t-shirt moulant, qui est bien propre, et puis vous leur injectez soit du LPS, soit un placebo, et ils vont garder le t-shirt pendant 4 heures. Après ces 4 heures, ils enlèvent le t-shirt et puis il est bien protégé. Un mois plus tard, il y a le crossover, et les patients qui avaient lu LPS ont le placebo, et ceux qui ont eu le placebo ont le LPS. Bon, ils sont bien injectés avec du LPS, hein, quand on regarde les pics de TNF, d'IL6, d'IL8, la température corporelle, hein, quand on reçoit du LPS, eh ben, c'est comme si on avait une bactériémie à gram négatif, sauf que ce n'est pas une bactériémie d'être vivant, c'est juste cette molécule de la membrane externe des grammes négatifs, et donc ça donne juste la réponse inflammatoire qui est liée à la stimulation, vous le savez tous, du TLR4. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous prenez 40 personnes, des femmes, des hommes, tout venant, qui n'ont pas de problème d'odorat, et puis vous leur faites sentir les t-shirts, par coup de petites secondes, comme ça. Et puis, entre chaque t-shirt, il y a un petit intervalle libre, et puis ils vont les sentir comme ça dans un ordre, et puis ils vont les ressentir dans un autre ordre ensuite, et puis ils vont les coter en termes d'intensité de l'odeur, de pleasantness, enfin de côté agréable ou pas de l'odeur, et puis ils vont coter, basé sur ce ressenti de l'odeur, la santé de la personne qui a porté le t-shirt. Donc 4 heures de t-shirt, placebo ou équivalent d'une bactériémie. Et bien, ce qu'on voit, c'est que l'intensité de l'odeur est plus importante chez les patients, de manière significative chez les patients qui ont été injectés par le LPS. Elle est moins plaisante, cette odeur. Et les patients, juste basés sur l'odeur du t-shirt que le patient a porté 4 heures, les personnes qui ont senti sont capables de dire que la personne est en moins bonne santé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intensité de l'odeur du LPS, elle n'est pas liée à une augmentation du nombre de molécules. Quand ils ont mesuré avec une technologie qui permet de quantifier, on va dire, le nombre de molécules odorantes, eh bien, il n'y en a pas plus dans le LPS. En fait, c'est la typologie des molécules et l'équilibre des molécules qui sont modifiées et qui donnent cette intensité plus importante. Mais les patients, en pratique, est moins sués avec le LPS qu'avec le placebo. Et l'autre élément intéressant, c'est que l'intensité et la pleasantness n'étaient pas corrélés. C'était 2 éléments indépendants qui, eux, étaient associés avec le ressenti, l'impression de bonne santé ou pas du patient qui avait porté ce t-shirt. Donc finalement, c'est quelque chose qui est très instinctif et par ce biais-là, il décrit finalement une réponse immunitaire comportementale qui fait qu'on va plutôt s'éloigner de quelqu'un qui est malade pour se protéger, ou à l'inverse, ça avait été montré chez des souris, chez des bébés à qui on a injecté du LPS, où la maman va plutôt en prendre plus soin lorsqu'il a reçu une molécule qui stimule le système immunitaire que le placebo. Donc finalement, il y a une réponse immunitaire décrite comme comportementale et qui est liée en partie à l'odeur. Un autre exemple assez simple, enfin, qui est vraiment de la pratique clinique, que moi j'essaye, les externes, on leur en parle de ces choses-là. Il y a un patient qui vient pour une dyspnée. Finalement, quand vous discutez avec le malade, la laine peut quasiment vous faire un diagnostic. Si le malade il a une odeur d'haleine fétide et que vous regardez ses dents, la probabilité d'avoir une radio comme ça est relativement plus importante que s'il n'avait pas cette odeur extrêmement nauséabonde de la bouche. Et puis ensuite, ça, vous allez le ponctionner, et il n'y a pas besoin de laboratoire pour vous dire que c'est une pleurésie purulente. Si au moment où vous ponctionnez, vous avez le nez qui commence à saigner tellement ça ne sent pas bon, vous avez le diagnostic de pleurésie purulente. Donc ce sont vraiment des éléments, finalement, que vous utilisez, mais je trouve qu'on ne va pas au bout de ce raisonnement-là et qui permettent de faire des diagnostics avant même d'avoir ces résultats biologiques, microbiologiques. Donc ces choses-là, en fait, elles ont été décrites. Là, c'est un papier 1980. Quand on regarde tous les papiers qui ont été faits, finalement, il y en a assez peu. Depuis 1966, il y avait une
une méta-analyse qui avait regardé un petit peu, pas une méta-analyse, une revue de la littérature qui avait regardé un petit peu ce qui était la médecine des sens et de l'odorat, et il y avait à peine plus de 200 papiers. Et donc les choses en tout cas sont bien décrites, mais il y a énormément de choses qui ont été décrites sur la schizophrénie et l'odeur des patients schizophréniques non traités. Et vous voyez, il y a plein d'exemples, et ça c'est juste la table 4. Donc j'aurais pu essayer de tout screener, ça ne me semblait pas très intéressant, mais juste vous dire que ce sont des choses finalement qu'on fait plus ou moins consciemment, et je trouve intéressant d'essayer de le rendre un tout petit peu plus conscient. J'ai juste repris le côté Pseudomonas aeruginosa, parce que, bon, Khalil le sait, mais j'ai travaillé quelques années sur cette bête-là, et c'est vrai que quand on a passé 3 ans et demi en laboratoire avec des boîtes de Pseudomonas aeruginosa, l'odeur, on la connaît. Et donc finalement, ces choses-là, elles sont décrites. Alors c'est décrit l'odeur musty. Moi personnellement, je ne sais pas trop. L'acétone, on me décrit un truc fruité, etc. Moi, je trouve que ça sent l'acétone, donc je trouve difficile. Je ne dois pas être assez poète pour mettre des mots un petit peu plus fleuris à ce que je ressens. Le Pseudomonas aeruginosa sent le Pseudomonas aeruginosa. Mais j'avais bien aimé cette proposition de ce qu'il appelait Hayden en 1980, qui captait ça de son maître, la nosologie, finalement, et la capacité d'utiliser son nez pour faire du diagnostic. Et donc, il disait que c'était une compétence clinique qui avait été un peu oubliée et qui, du fait de l'absence d'utilisation, devenait clairement atrophique. Les choses, en fait, modernes, par rapport à l'odeur, elles sont beaucoup plus intéressantes, je crois, aujourd'hui. Et elles émanent d'un papier que j'avais trouvé assez amusant. C'est juste un petit cas rapporté qui fait 2 colonnes dans une page du Lancet en 89, et en fait qui raconte l'histoire d'une dame qui a un certain nombre de lésions cutanées, de taches de rousseur plus ou moins, mais il y a son chien à un moment qui n'arrête pas de renifler une de ces lésions cutanées au niveau de la jambe, et même à travers le pantalon, c'est-à-dire sans la voir, qui en permanence va renifler pendant plusieurs minutes tous les jours cette jambe-là. Et puis il y a un moment, quand elle est en short, il mord la lésion, donc elle se dit quand même c'est embêtant. Et en prélevant spécifiquement cette lésion-là, le dermatologue a fait le diagnostic de mélanome, les autres lésions étant bénignes, alors que certaines autres lésions avaient un aspect assez proche. Et donc ils émettent l'hypothèse que finalement une cellule tumorale, elle libère une odeur qui est spécifique. Alors moi je ne vais pas partir sur le cancer, parce qu'on pourrait maintenant s'amuser à les chiens qui sont capables, en reniflant les urines ou juste le sang d'une patiente, faire un diagnostic de cancer de l'ovaire. C'est des choses qui sont extrêmement efficaces, extrêmement sensibles. Mais juste vous parler quelque chose que je trouvais vraiment magnifique. Ce sont des rats géants d'Afrique qui sont capables de sentir sur un crachat la tuberculose. Donc ça, c'est quelque chose qui est publié, republié, qui est maintenant utilisé en Afrique. Et l'intérêt de cette chose-là, c'est que ils sont capables, là, ce rat-là, de faire 40 échantillons en 7 minutes. 7 minutes, 40 échantillons, c'est l'équivalent d'une journée d'un laboratoire en L3 là, qui va techniquer tous les smears et puis essayer de regarder s'il y a des barres. Sensibilité par rapport à la culture avec 2 rats. Donc on améliore la sensibilité. On améliore la spécificité par rapport à ça. 86% de sensibilité, 89% de spécificité par rapport à la culture. C'est-à-dire que c'était plus sensible que l'examen direct du BK crachat. Et c'est un programme, vous pourrez aller voir, c'est assez bluffant. Ils sont capables, et c'est utilisé maintenant comme détection de première ligne. Et donc ils font 120 échantillons dans la matinée, alors que c'était strictement impossible avant. Alors l'odeur fruitée de Pseudomonas, bon, ça sent le Pseudomonas. Ceux qui l'ont senti il y en a qui trouvent que ça sent vraiment pas bon. Moi j'ai une petite sympathie pour cette bactérie. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et maintenant il y a des données, très claires qui expliquent comment on pourrait détecter avec un électronique la présence de Pseudomonas aeruginosa. Et donc si vous mettez la détection de 2 molécules, vous êtes capable d'avoir une sensibilité de 94% sur
la somme de ces deux molécules pour détecter Pseudomonas aeruginosa. Et ça, c'est dans un crachat d'un patient qui a la mucoviscidose. Donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est 168 articles depuis 1966 sur l'utilisation de l'odorat. Vous voyez que c'est quand même pas une littérature extrêmement florissante. Ce que j'avais trouvé amusant, c'est que là, dans cette table 2, là, sur la revue qui était publiée dans le journal hollandais de médecine, ils ont comparé le type de nez. Donc je trouvais ça assez amusant, puisque finalement, vous avez des nez animaux, vous avez les nez humains, et puis il y a des nez électroniques maintenant qui ont été développés. J'avais lu un petit peu, mais c'est un peu complexe comment ça marche sur le plan chimique, donc on ne va pas rentrer du tout dans le détail. Mais ce qu'on voit, c'est que les animaux, le chien ici pour Clostridium difficile, ou le nez électronique, ont des capacités de détection des pathologies qui sont extrêmement robustes. Si on regarde Clostridium difficile par le chien sur des fesses ou sur les patients hospitalisés, vous voyez que quand il sent les fesses, c'est 100% et 100% en sensibilité spécificité pour dire qu'il y a du Clostridium difficile. Donc on peut faire le GDH, on peut faire les toxines par PCR, etc. Mais finalement, il est capable de détecter une bactérie. Alors peut-être qu'il faut quand même chercher la toxine parce que ce n'est pas la bactérie qui fait la maladie, mais sa toxine. Mais si on prend l'être humain, là, ce papier-là, le 38, la Clostridium difficile chez l'être humain, c'est des infirmières qui affirmaient être capables de dire, quand ils faisaient les échantillons de sel chez le malade, s'il y avait ou pas le Clostridium difficile. Ils ont voulu aller un petit peu plus loin, donc ils ont pris 130 personnes qui ont fait le test, et donc ils faisaient le test. Donc c'est déjà un malade qui était a priori à risque de Clostridium difficile, puisque on faisait un prélèvement, il y avait une prescription d'un prélèvement de sel. Mais vous voyez que même si ils se sentent personnellement, et c'était comme ça que c'était décrit, assez robuste sur la capacité de dire le test va être positif ou négatif, on était quand même beaucoup moins bons, les êtres humains, par rapport aux animaux. Bon, il n'y a pas d'énormes surprises, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous l'utiliser, mais ce n'est pas non plus un élément qui est suffisant pour dire il y a Pseudomonas, il y a Clostridium, et donc il faut un tout petit peu de pragmatisme par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je pense qu'il faut l'utiliser, c'est-à-dire que on a peu de possibilités de travailler la sémiologie olfactive, l'acidocétose, le diagnostic est clairement nasal, il n'y a pas de discussion. Je veux dire, on doit faire un diagnostic d'acidocétose en rentrant dans la chambre. Je n'ai pas dit diabétique, mais d'acidocétose, et vous allez voir des patients très alcooliques venir pour des acidocétoses, et vous ne ferez pas le diagnostic, parce que c'est une acidocétose alcoolique et que la glycémie, elle sera à peu près normale. Et finalement, ça va rentrer dans l'ordre parce que vous allez mettre un peu de sucre dans la perfusion, mais c'est toujours intéressant de faire le diagnostic d'acidocétose alcoolique. Alors les pathologies purulentes, bon, c'est assez simple, hein, quand ça sent extrêmement mauvais quand vous rentrez dans la chambre, mais la pleurésie purulente, le diagnostic, dire quand on fait la transmission le matin, qu'on n'a pas l'entrée à 5 heures du matin, qu'on n'a pas encore reçu le bilan biologique de la ponction pleurale, vous avez quand même le droit de le dire. Si ça sentait très mauvais au moment où vous ponctionnez, c'est une pleurésie purulente. Le nez permet de faire ces choses-là. Et puis ensuite, c'est un peu de l'expérience personnelle. Je ne sais pas comment on pourrait enseigner ça, c'est probablement quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, c'est difficile à transmettre. Donc tous les autres sens, hein, le toucher, la vue, on les utilise assez largement, mais personnellement, moi je ne trouve pas assez, et ça c'est vraiment l'expérience de tous les jours. Donc moi j'ai toujours des internes, des externes, et quand on fait un petit tour le soir sur la garde, bon, bah, donc on a un patient de 50 ans, il a été hospitalisé il y a 7 jours pour un choc septique, peu importe la cause, les choses vont mieux, il est en surcharge hydrosodée, et voilà son bilan biologique du matin, et puis on décide de faire un petit peu de furosémide, on est dans la période de sevrage, peut-être qu'on aurait pu le faire avant, peu importe, mais on repasse devant la chambre 90 minutes plus tard, et si vous tombez là-dessus, je veux dire, ça ne sert à rien d'attendre le ionogramme de dans 4 heures pour savoir que là-dedans, ben, vous avez à peu près 80-100 millimoles de sodium, entre 40 et 80 de potassium. Et comme il partait de 3,7 de potassium, ça ne sert à rien pour l'instant de faire un ionogramme sanguin. La seule chose que vous devez faire, clairement, c'est mettre du potassium et vous ferez le bilan après. Ça, c'est du bon sens. Et finalement, on ne l'utilise pas alors que c'est marqué sur les urines juste en le regardant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Et puis, je trouvais ce petit cartoon et je suis ouvert à toute question.